coup, Nathan Arnaud, j'ai 29 ans. J'ai été titulaire d'un bac S et je suis rentré en STAPS à Grenoble en licence 1. Petite particularité, je l'ai fait sur 2 ans puisque je m'étais réorienté sur ma première année après avoir fait le choix d'aller dans un premier temps sur un BUT Sciences et Génie des matériaux. Et j'ai fait toute ma scolarité à Grenoble jusqu'à l'acquisition de mon master de EOPS, du coup, entraînement optimisation de la performance sportive. Depuis, alors en parallèle de mes études, sur les différents stages que j'ai pu faire, j'ai toujours été dans le club du FCG. Je suis passé par différentes catégories. Dans un premier temps, les écoles de rugby. Lorsque je suis passé en M1, j'ai dû faire un choix par rapport à la préparation physique surtout et l'entraînement. Et du coup, deux choix s'offraient à moi. Soit la partie jeune, donc formation, et le féminin. Et en fait, j'ai fait le choix de m'orienter sur le rugby féminin, qui pour moi était, il y a maintenant du coup 7 ans, un vecteur de nouvelles opportunités, de quelque chose de nouveau, de peu connu, de peu exploré. Et c'est encore toujours le cas aujourd'hui, puisque le rugby féminin n'est toujours pas professionnalisé entièrement. Et il y a toujours des choses à faire avancer. Donc j'avais fait ce choix-là. Et aujourd'hui, du coup, je suis responsable de la performance sur l'ensemble du secteur féminin. Donc sur la préparation physique, je suis responsable de la préparation physique de l'équipe Elite 1, donc qui est le meilleur championnat féminin français, équivalent au top 14 chez les garçons. Voilà. Évidemment de l'équipe Espoir féminine et même de l'équipe moins de 18. Donc on a l'académie et la section sportive du club, qui est comme un pôle espoir. C'est le pôle espoir de la Fédération française de rugby qui est rattaché au club. Voilà. Et en parallèle de ça, eh ben, j'ai quelques petites tâches à l'université de Grenoble, puisque du coup, je suis depuis maintenant 3 ans avec les licences Shift et hybride. Voilà, j'interviens sur la deuxième année sur la composante force de la préparation physique. Voilà. Euh, il y a eu énormément d'évolution de nos métiers par rapport à l'arrivée des technologies. Pour moi, c'est le gros point et on voit de plus en plus arriver de data scientists un peu autour de la recherche, euh, avec toutes les nouvelles technologies qui sont utilisées dans le sport aujourd'hui. Le GPS qui s'est démocratisé il y a déjà plusieurs années. Mais maintenant, on a aussi beaucoup d'autres éléments autour de la performance sportive. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a je ne sais combien d'outils et je ne les connais pas tous, j'en suis sûr. Donc, du coup, beaucoup de personnes qui évoluent là-dessus et la dimension informatique et gestion des données, etc., traitement des données, avec aussi des outils les plus connus. Moi, en tout cas, dans mon métier, là, avant c'était Excel, maintenant c'est Power BI, etc. Toutes ces choses-là qui sont utilisées. Et du coup, il y a de plus en plus besoin de personnes qui savent l'utiliser, qui savent extraire ces données, qui savent les interpréter. Et du coup, ça devient un métier à plein temps, en parallèle du préparateur physique qui lui mène toujours les séances, etc. Et du coup, un data scientist ou ça peut avoir d'autres noms qui gère ces données-là. Il y a maintenant un préparateur physique qui s'occupe vraiment des séances et il y a le responsable de la performance qui lui s'occupe vraiment de tout l'aspect autour de la performance. Donc, c'est vraiment la gestion. Il est en lien direct avec le directeur sportif, il est en lien direct avec les nutritionnistes, il est en lien direct avec forcément le préparateur physique, les data scientists, il est en lien avec les analyses vidéo. Et du coup, il y a eu aussi dans le rugby en tout cas, cette montée en puissance un peu du préparateur physique, mais qui devient plus qu'un préparateur physique. C'est plus quelqu'un qui est sur le terrain, il peut l'être forcément, c'est ses compétences premières, mais c'est quelqu'un qui travaille à la performance autour du projet sportif. Et ces deux versants, le préparateur physique qui prend de la hauteur et qui est encore plus considéré dans son métier, et les nouvelles technologies qui permettent d'avoir ces apports-là. Dans le monde idéal, moi, il y aurait déjà un préparateur physique en charge de la réathlétisation.
Dans le monde idéal, je serais pas. Il y aurait un préparateur physique pour chaque catégorie d'âge. Euh, Dans le monde idéal, il y aurait un data scientist euh, et peut-être un deuxième préparateur physique. Et comme je disais, moi, de prendre de la hauteur et de devenir vraiment responsable de la performance. Donc, dans le monde idéal, on serait trois préparateurs, enfin quatre dans le staff préparateur physique sur l'équipe première. Deux préparateurs physiques supplémentaires sur les catégories jeunes avec des missions peut-être annexes. Voilà, ce serait, je pense, le monde idéal. Alors, technique, du coup, bah, forcément maîtriser sa discipline, réussir une analyse de la tâche de sa discipline. Ça, c'est des cours qui remontent à L2, mais qui sont primordiaux, c'est la base. Euh, Savoir aussi quel est le projet sportif du club. Ça va en deuxième plan. Déjà, l'analyse de la tâche et ensuite l'analyse du type de jeu. Ensuite, technique, évidemment, bah, la maîtrise des bases de la préparation physique, la planification, la mise en place de contenus cohérents, etc., etc. La maîtrise de quelques outils, malgré tout, sans être data scientist, des cellules pour la vitesse, des outils très simples, hein, des accéléros qui aujourd'hui deviennent un peu aussi la base dans chaque club, il y en a de partout. Des outils très simples qui permettent très rapidement de pouvoir orienter aussi la performance et commencer à mettre du sens à la préparation physique de nos athlètes et à donner des retours, des feedbacks je commence à parler d'individualisation, mais ça c'est quand on rentre vraiment sur le haut niveau. Mais voilà, on est dans ce cas de figure-là. Donc, qui est primordial, c'est l'entente avec son staff déjà. C'est de pas être quelqu'un qui dit oui à tout, c'est être quelqu'un qui s'adapte dans un premier temps, qui répond à des attendus, et dans un deuxième temps qui en tout cas expose ses idées et a une ligne directrice bien claire avec une équipe, peu importe laquelle. Là, je pense que pareil, c'est la base, mais un entraîneur entraînant, quelqu'un qui sait animer des séances, mais savoir être à l'écoute, savoir être empathique et parfois savoir être aussi dur. Surtout, savoir s'adapter. Ça, c'est, voilà, savoir s'adapter. Et après, pour l'utiliser, quelqu'un qui maîtrise l'informatique, qui maîtrise l'intelligence artificielle, qui sait quoi faire, comment l'utiliser, ça peut être bénéfique pour encore plus économiser de temps, pour créer des algorithmes qui nous permettent d'extraire des données et de les visualiser encore plus rapidement. Voilà. Forcément, avantages et inconvénients. Mais pour moi, danger plus sur nos générations qui ont déjà, qui maîtrisent encore plus l'informatique que nous aujourd'hui et qui ont encore plus de choses à disposition et surtout très rapidement. Donc j'ai peur que on perde bientôt patience à vouloir tout donner ou alors qu'on arrête de rendre les choses un peu difficiles. Le moyen pour nous, professionnels aujourd'hui, de remettre un pied déjà sur les bancs de la fac, mais aussi et surtout de pouvoir échanger de nouveau sur des thématiques particulières. Et c'est super intéressant. Moi, en tout cas, je suis toujours assez ouvert à ça. Et j'en parlais tout à l'heure, mais du coup, les petits jeunes qui arrivent avec des outils nouveaux ou des façons plus simples d'aller chercher l'information, moi, ça me frustre pas, mais ça me met toujours en alerte. Attention, il y a tous les petits jeunes qui se forment beaucoup, qui arrivent avec des nouvelles connaissances. Si je reste pas informé sur ce qui se passe, dans 10 ans, je suis largué et je suis le vieux préparateur physique qui a toujours ses méthodes de l'année 2020 et ça fonctionnera pas. Donc, c'est un élément important de notre métier. Ouais. Ou de certains managers. Maintenant, il y en a d'autres qui n'hésitent pas à ne pas regarder l'âge ou l'expérience, mais plutôt les compétences. Mais pour moi, ça, c'est l'évolution du métier d'entraîneur ou de manager sur la capacité à être ouvert
enfin en tout cas à connaître aussi certains facteurs de la performance. Il est évident que si j'arrive avec des compétences euh, concrètes à montrer, j'ai réalisé tel travail, ma thèse a orienté là-dessus, ou mon mémoire, ou j'ai travaillé depuis 2 ans là-dessus. Ça va dépendre de la sensibilité des personnes qu'on rencontre. Mais il est évident que c'est pas uniquement avec des connaissances théoriques qu'on rentre dans un staff. C'est pas non plus uniquement avec des connaissances terrain, c'est en alliant les deux. Maintenant, pour l'avenir de notre métier, euh, la recherche, c'est une chose, mais du coup, les gens de terrain, c'en est une autre. Et comment est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on est obligé qu'ils arrêtent en licence et qu'ils fassent un diplôme universitaire? Du coup, quel est l'avenir aussi de la formation de notre métier? Je pense que c'est une question, une vraie question. Pour moi, aujourd'hui, dans la refonte d'une maquette, alors oui, il faut un certain nombre d'heures. On ne peut pas abuser d'un stagiaire et en faire un préparateur physique en charge de quelque chose, ça c'est évident. Moi, j'alliais, bon, bah, la théorie que j'ai vue, ça, je le fais sur le terrain, et j'étais même capable de revenir en cours des fois et de dire, bah, monsieur, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, moi, vous me dites ça, je l'ai essayé, mais ça fonctionne pas, et ça ouvrait les débats, et ça ouvrait ma réflexion, et c'était super, super important, super enrichissant. Il peut y avoir plutôt des intervenants qui continue de donner du sens à ce que je suis venu chercher en STAPS. Mais peu importe, ça peut être enseignant-chercheur, pour le coup, il y en a déjà, un professionnel. Donc pourquoi pas dès la L1 sur des choses très simples. On a, je pense, à Grenoble en plus un vivier entre les BDL, le GF38, le FCG, même le sport alpin, le sport d'hiver, etc. On a énormément de compétences. En plus, beaucoup de personnes qui sont passées par l'université de Grenoble. Et je pense que ça peut être super intéressant ponctuellement, hein, parce qu'il y a les profs qui sont là pour ça, etc., et les connaissances théoriques. Mais voilà, dans l'idée, pour moi, il peut y avoir ces deux aspects qui peuvent peut-être arriver un poil plus tôt que juste sur cette UE-là. Peut-être que cette UE peut rentrer un peu dans les autres UE et du coup avoir, je sais pas moi, la préparation physique en L2, bah, moi j'en parle, intervention d'un préparateur physique qui fait de la force athlétique pour parler des méthodes, enfin un peu rentrer dans la physiologie du musculaire par exemple. Voilà, enfin c'est après, c'est très complexe parce que l'apport théorique, les professionnels du milieu, comment faire, comment driver. Mais pour moi, c'est important pour les personnes qui souhaitent être sur le terrain plus tard. Et c'est important aussi du coup, parce que peut-être que les étudiants se diront, ah bah en fait, ouais, ce qu'il me dit là, ça me plaît pas, donc je pensais peut-être faire ça, mais en fait, ça m'a beaucoup plus intéressé ce que cette personne-là m'a dit. Donc j'ai cité entre entraînement et management, bah je vais prendre management plutôt qu'entraînement. Et du coup, d'aiguiller encore un peu plus les étudiants de licence dans un premier temps, pour vraiment qu'ils se disent, bah ok, ça a du sens,